Nous allons dans cette section aborder le point 6. Point moyen d'une série double. On avait présenté une série double comme étant un ensemble de couples. Un ensemble de couples XY. Vrai? On a des couples de valeur prise. Mais quand on a des couples comme ça, comme une image vaut 1000 mots, on pourrait être intéressé à les placer dans un repère afin d'avoir une configuration globale. Le plus souvent, on utilise des repères orthogonaux parce que ça arrive parfois que les valeurs ne soient pas ne varient pas dans le même ordre de grandeur. Donc, les repères orthonormés sont souvent inappropriés dans ces représentations graphiques-là. Alors, justement, quand on a des couples, on pense, et ça depuis à la maternelle, on savait faire ça, on aimait faire ça. On pense, quand on a des couples, on pense le plus souvent à les placer dans un repère. Je considère un repère qui est du genre orthogonal. Voilà. Donc, le premier couple, je suppose que ça donne ce point-là. Le deuxième couple, un autre point. Donc, je vais mettre un exemple de couple dans le lot. Par exemple, là, j'ai le couple 2, abscisse 2, ordonnée 3. Donc, j'aurai 2 comme abscisse, puis 3 comme ordonnée. Donc, ça me donne plus ou moins ce point. Donc, ça, c'est le point qui est associé à ce couple-là. Donc, en faisant la même chose pour chaque couple, on aura un ensemble de points. OK? On aura un ensemble de points qui présente la configuration d'un nuage. Donc, c'est à cet ensemble de points-là qu'on donne le nom de nuage de points. Vous voyez? Donc, là, nous avons le nuage de points associé à notre série double. Maintenant, quand on a ce nuage, on se demande est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'utiliser un point représentatif, un point qui pourrait être le représentant de tout le nuage. Eh bien, un tel point, nous allons voir dans la section suivante qu'un tel point existe et on l'appelle le point moyen de la série. C'est ce que nous allons voir. Alors, nous avons cette série double-là, x1, y1, x2, y2, etc. Donc, ça fait beaucoup de points. Maintenant, on va essayer de résumer tous ces points-là par un seul. Un seul qui va jouer le rôle, n'est-ce pas, de point moyen pour toute la série. Tout comme quand vous avez obtenu des notes pour des matières dans un examen, eh bien, on remplace toutes ces notes-là par une note unique qu'on appelle votre moyenne, pas vrai? Et à ce moment-là, quand vous parlez de votre score, de votre performance, vous ne citez pas toutes vos notes, vous citez seulement votre moyenne, parce que votre moyenne est représentative de vos notes, même si ce n'est pas toujours une très bonne représentation, parce que ça ne tient le plus souvent pas compte de la dispersion des notes, ça ne montre pas vraiment les hauts et les bas que vous avez, mais quand bien même, on accepte votre moyenne comme étant
un paramètre qui positionne en quelque sorte votre performance. Eh bien, voilà. C'est ce que nous allons faire dans le cas de ce nuage de points également. Nous allons chercher un fameux point qui sera noté G. Hein, ce fameux point G là, on va l'appeler le point moyen de la série. Comment faire? Eh bien, c'est encore l'idée de la moyenne. Donc, vous avez les x qui sont là, les abscisses qui sont là, n'est-ce pas? Eh bien, ces abscisses-là ont une moyenne que je vais noter x bar. Et je les ai soulignés en rouge, je note leur moyenne en rouge. X bar, c'est la somme des xi, hein, la somme des abscisses, la somme des xi sur l'effectif total. Là, on va d'un premier couple jusqu'à un énième couple, donc l'effectif total est de grand N. Je vais souligner en vert les points, les ordonnées. Les ordonnées, c'est-à-dire les YI. Eh bien, ces YI-là seront placés par leur moyenne. Y bar égale sigma YI sur l'effectif qui ne change pas, c'est encore N. C'est N. Et je vais constituer le fameux point G. Je vais constituer alors le fameux point G. Je vais laisser le rouge pour le point G. Je vais devoir faire avec du bleu. Donc, le fameux point G, c'est le point dont l'abscisse est x bar et l'ordonnée y bar. Vous voyez, les mathématiciens font bien les choses. Puisque les coordonnées de ces points sont des moyennes, les mathématiciens donnent le nom de point moyen à ce point. Donc, je suppose que c'est quelque part que l'abscisse x bar est quelque part par là, et l'ordonnée y bar quelque part par là. Je ne vais pas laisser quelque chose d'autre voler la vedette à mon point moyen G. Donc j'enlève ce que j'avais en bleu ici. Voilà. À ce moment-là, nous avons notre point de coordonnées x bar et y bar. C'est le fameux point moyen de la série. Voilà. C'est le fameux point moyen de la série qui est noté grand G. Donc le point moyen, c'est le point des moyennes. Donc la moyenne des abscisses, moyenne des ordonnées. Dans le cadre de la série des tailles H que j'avais considéré, donc l'abscisse du point moyen, c'est la taille moyenne, et l'ordonnée du point moyen, c'est l'âge moyen. Passons maintenant au point 8, variance et écart-type de la série simple des xi. À noter d'abord qu'on parle de variance pour une série simple. C'est vrai qu'on est en stade bivarié, mais le concept variance, ça existe pour les séries simples. C'est en ce sens que notre série double, qui peut être séparée en deux séries simples, eh bien, pour notre série double, on aura deux variances. Donc, on aura une variance pour la série simple des xi et une variance pour la série simple des yi. On va voir comment c'est défini, comment on définit une variance pour un ensemble de valeurs numériques. Et on verra également certaines des propriétés de cette variance. Il ne faut pas oublier que l'interprétation des paramètres, c'est réservé à un point qu'on aura à voir tout à l'heure. Donc, on ne va pas encore interpréter la variance. On va seulement voir sa définition et quelques-unes de ses propriétés. Voilà. Donc, on considère une série simple.
une seule variable, par exemple seulement la taille, hein, les valeurs étant des nombres réels. Donc là, nous avons une série simple d'effectifs grand N. Eh bien, pour la variance est notée V de x, ok? En V de x. Donc, ça, c'est la notation de la variance, ok? La variance des xi est notée grand V de x et est définie par grand V de x égale à sigma xi moins la moyenne des xi, le tout au carré sur grand N. Pourquoi une telle définition? Eh bien, vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi on définit ainsi ce paramètre qu'on appelle la variance. Je vais considérer, pour vous expliquer la définition, la note de maths et la note de français de deux élèves. La note de maths et la note de français des élèves d'un élève A et d'un élève B. Je suppose que l'élève A obtient 7 sur 10 en maths et 5 sur 10 en français. L'élève B, 9 sur 10 en maths et 3 sur 10 en français. Nous allons calculer la moyenne de ces deux enfants. Puisque les deux notes sont sur 10, on peut seulement additionner les notes et diviser par le nombre de matières. Donc, ce n'est pas une formule générale pour calculer une moyenne, mais quand toutes les notes sont sur le même coefficient, on peut seulement les additionner et diviser par le nombre de matières. C'est ainsi que la moyenne des deux enfants, en fait, la moyenne de l'élève A ici, c'est de 7 plus 5 divisé par 2, ça donne 6 sur 10. Pour l'élève B, la moyenne, c'est 9 plus 3 divisé par 2, ça fait encore 6. Voilà, les deux enfants ont obtenu la même moyenne. Ok, les deux enfants ont eu la même moyenne. Mais la grande question, est-ce que pour les deux enfants, les notes sont également dispersées autour de cette moyenne? La réponse est bien sûr que non. On voit que pour l'enfant A, les deux notes sont assez proches de la moyenne. Il y a seulement un écart de 1 qui sépare chaque note de la moyenne. Tandis que pour l'enfant B, les notes sont assez éloignées de la moyenne. L'écart qui sépare les notes de la moyenne est l'écart absolu, l'écart en valeur absolue qui sépare les deux notes par rapport à la moyenne est de 3. Vous voyez, 9 moins 6, c'est 3. Valeur absolue de 3 moins 6, c'est 3. Donc, même en ayant la même moyenne, les enfants n'ont pas les mêmes performances dans les matières. On pourrait dire que les notes de B sont plus dispersées, sont plus éloignées de la moyenne. Ainsi, les mathématiciens ont pensé à créer un outil pour mesurer cette dispersion-là. Étant donné qu'on parle d'écart par rapport à la moyenne, il y a cette différence qui est nécessaire. Parce que cette différence, c'est l'écart de la note xi par rapport à la moyenne. Mais pourquoi on a mis au carré? Eh bien, tout simplement parce que si on définit la variance comme ça, à chaque fois qu'on fait le calcul, on va tomber sur 0. Donc, ainsi, la variance n'aurait plus aucune importance, vu que c'est toujours 0. Donc, on doit modifier un peu. Mais pourquoi en modifiant, c'est en carré qu'on met? Eh bien, c'est parce que justement,
quand on mesure l'écart des notes par rapport à une constante C quelconque, on va trouver justement des résultats. Et on arrive à démontrer que l'écart sera, alors ce calcul sera minimal, c'est-à-dire ce calcul atteindra sa plus petite valeur quand on remplace la constante C par la moyenne. La moyenne, bon, j'ai mis mu, mais je l'avais noté x bar. Je passe x bar de préférence. Donc là, c'est vraiment la valeur x bar placée à la place, la valeur x bar mise à la place de C et rend ce résultat minimal. Donc c'est en ce sens qu'on a opté pour ce calcul-là, pour cette expression-là. Voilà. Donc ça, c'est la formule de définition. C'est la formule de définition de la variance. Il y a un petit inconvénient dans cette formule de définition, c'est que le nombre de calculs à faire est énorme. Parce que, figurez-vous bien, si on avait 1000 données, on aurait 1000 soustractions à faire, 1000 carrés à calculer. Ça fait déjà, on est déjà à 2000 opérations. Même si c'est des machines qui font les calculs de nos jours, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, si autrefois on pouvait trouver des moyens pour simplifier les calculs, ben, c'était vraiment bien vu par toute la communauté scientifique. Donc, il faut croire que ces choses-là, ces paramètres, ces expressions-là, ces formules-là ne sont pas datées d'hier. Donc, à force de chercher des moyens simplificateurs, eh bien, il y a deux scientifiques, un mathématicien et un physicien, le physicien Huygens et le mathématicien Koenig. Eh bien, ces deux-là nous ont légué une formule simplificatrice qui permet justement de ne pas avoir à faire tous les calculs que j'avais décrits tout à l'heure. Eh bien, leur formule, qu'on aura démontré d'ailleurs dans l'une des vidéos, donc leur formule qui porte le nom de théorème de Huygens-Koenig, eh bien, leur formule pour la variance, c'est tout simplement sigma xi carré sur n moins x bar au carré, moins la moyenne au carré. Donc, on pourrait seulement dire que c'est la moyenne des carrés, c'est la moyenne des carrés, parce qu'on reconnaît effectivement que ça c'est une moyenne aussi. Ce qu'on a là c'est une moyenne aussi. Vous voyez, c'est une somme de valeurs sur l'effectif total, c'est une moyenne aussi, mais ce n'est pas la moyenne des données, mais c'est la moyenne, n'est-ce pas, des carrés des données. Donc ça c'est la moyenne des carrés, et ça c'est le carré de la moyenne. Ok, le carré de la moyenne. Carré de la moyenne. Donc du coup, la formule de Huygens-Koenig pourrait se résumer ainsi. La variance de la série, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. On aura à démontrer cette formule simplificatrice. Pourquoi je vous dis qu'elle est simplificatrice? C'est parce que justement, là, on avait n soustractions à faire, parce que chaque xi devait être soustrait de la moyenne, tandis que là, nous n'avons pas
toutes ces soustractions. Vous voyez, les xi, il n'y a aucune soustraction entre les xi et autre chose. Il y a seulement une dernière soustraction à faire après avoir trouvé la moyenne des carrés. Il y a une seule soustraction à faire, on n'a qu'à enlever le résultat du carré de la moyenne. Donc, du coup, on est passé de n soustractions à une seule. Et en termes d'autres opérations, on avait toujours ces carrés à faire. Donc, on ne va pas dire que le nombre de carrés a augmenté, sauf qu'il y a vraiment un petit dernier carré là qu'on n'avait pas ici. Donc, c'est un seul petit carré de plus par rapport à la formule de définition, comparé à n soustraction qui est passée à une seule. Donc, on peut dire que la formule de Koenig offre un avantage calculatoire. Nous aurons à appliquer ces formules-là dans des applications numériques.